Bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Merci de votre constante fidélité pour notre plateau Réflexion politique. Réflexion politique, votre émission, comme vous le savez très bien, est faite pour poser une réflexion, pousser une réflexion, poser les questions, répondre à des questions, éclairer la lanterne du citoyen le plus que possible. Aujourd'hui, nous avons un thème, nous avons des invités pour pousser cette réflexion. Vaste région africaine semi-aride séparant le désert du Sahara au nord et les savanes tropicales au sud, elle est autant une terre d'opportunités que de défis. Cette zone du continent africain est aujourd'hui confrontée à une crise sécuritaire majeure. Vous l'auriez sûrement compris, il s'agit du Sahel. Quels en sont les enjeux et surtout quels sont les défis à relever nous pousse aujourd'hui à poser notre thème du jour qui n'est autre que le Sahara convoité, ses enjeux. Pour en débattre, nous avons deux invités. Ma première invitée est Madame Khadija Maïga. Madame Khadija Maïga. Bonjour Madame Fatima. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci pour l'invitation. Alors, Madame Khadija Maïga est consultante en relations internationales et de gestion des risques politiques et sécuritaires. Elle a une très bonne expérience dans les entreprises privées et les organisations internationales. Madame Khadija, bonjour. Encore une fois, bienvenue. Merci. Et merci surtout de votre disponibilité. Mais merci à vous. Notre deuxième invité est Monsieur Aladj Ali Garba Kunta. Fonctionnaire, il fait actuellement des recherches sur les grands enjeux de la diplomatie. Vous l'aurez compris, il est doctorant pour se spécialiser notamment sur le Sahel, les droits humains, le développement, la diplomatie culturelle et économique, entre autres, j'en passe. Monsieur Kunta, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci, bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. D'accord. Alors, pour commencer, pour pouvoir planter le décor et mieux connaître un petit peu notre invité, il sera intéressant de savoir, je commencerai par Madame Maïga, vos consultations en 2-3 mots sur les relations internationales, les entreprises privées, les organisations internationales. De quoi il s'agit, vos consultations? Alors, encore une fois, merci Madame Maïga pour votre invitation et je suis très heureuse d'être sur le plateau de Mandé TV aujourd'hui. Donc moi, je suis Khadija Maïga, je suis spécialisée en droit et relations internationales, d'abord pour mon parcours scolaire et universitaire et une spécialisation en administration publique. Donc, je fais beaucoup de consultations auprès en tout cas, j'appuie les organisations internationales ou les entreprises privées dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques. Et donc, je les aide à comprendre les enjeux locaux, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui sont donc les 3 pays sur lesquels je suis spécialisée. Et pour avoir grandi en plus dans ces 3 pays, donc je suis très très contente de parcourir les 3 pays de fond en comble, de Tillabéri à Dori. Vraiment, c'est mes zones de prédilection. Et donc, voilà, on appuie notamment sur les questions de droits humains, où voilà, mon étude la plus récente, c'est l'évaluation des politiques publiques du Canada. En matière de renforcement de capacité et de lutte contre le terrorisme au Niger. Et c'était vraiment, ce sont des expériences à chaque fois qui sont très particulières parce que ça demande de rencontrer les différentes parties prenantes de la zone concernée. Pour mon cas, c'était le Niger. Donc, il a fallu échanger avec les populations locales, les forces armées. Voilà, c'est un peu ça, je peux en parler pendant des heures. Intéressant, c'est bien tout ça. Et aussi, je voudrais savoir, avec notre deuxième invité qui est actuellement en train de faire des recherches, c'est quoi les grands enjeux de la diplomatie? C'est quoi vos recherches? En fait, la diplomatie a évolué. Ce n'est plus la diplomatie de coopération entre les États. Il y a des sujets nouveaux, des relations internationales et diplomatiques, l'individu comme sujet nouveau, les multilatérales comme sujet nouveau. Donc, les nouveaux enjeux, ce n'est plus la diplomatie culturelle, c'est aussi la diplomatie économique, humanitaire, scientifique, la diplomatie de défense et de sécurité, voyez-vous.
la diplomatie scientifique entre les universitaires, les chercheurs, les rencontres savantes, voyez-vous, les colloques et tout ça, les recherches partagées qui dépassent les frontières, mais qui ont des enjeux sur la chaîne de réflexion et de recherche. Donc, voyez-vous, et même la diplomatie juridique entre les États. Un terroriste qui se déplace dans un État, comment faire pour le juger ou l'extradier? Donc, voyez-vous, la diplomatie, c'est beaucoup des enjeux nouveaux qui font que elle est devenue très évolutive et ça continue. D'accord, merci. C'est très intéressant. Et là, on se rend compte que pour notre thème d'aujourd'hui, on aura de quoi dire parce qu'on se rend compte que là, on parle d'un certain mot, terrorisme et tout. On va sûrement en parler pendant notre thème ici. Pour planter le décor tout de suite, quelle analyse succincte faites-vous du Sahel actuellement? Je vais commencer par vous, Madame Maïga. Très bien. Mais écoutez, vous savez, le Sahel aujourd'hui, c'est une zone, vous l'avez déjà définie, c'est la zone qui est une zone de transition entre le Sahara et les savanes le Sahara du Nord et les savanes du Sud. Donc, une zone de transition, par définition, c'est une zone avec beaucoup de défis. Mais aussi, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas qu'une seule crise du Sahel, il y a des crises sahéliennes. Et ces crises-là sont économiques, d'ordre social, d'ordre politique, d'ordre sécuritaire. Donc, les crises au Sahel sont multiples et captivent toute l'attention parce que c'est une zone stratégique avec quand même moins de 65% de la jeunesse qui a moins de 25 ans, plus de 65% de la population qui a moins de 25 ans. C'est une zone très stratégique et qui peut être une terre d'opportunité ou de malaise, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On aura le temps de développer ça. M. Kontard, vous avez quelque chose? Bon, je veux dire, outre que tout ça, il faut dire, certes, le Sahel est meurtri, il faut le dire. Nous vivons une période très difficile parce que c'est une zone où, il faut le dire, très sous-développée, mais qui vit sur de l'or. Parce que tout ce qu'on a comme potentialité, les grands besoins, pas tout de suite, mais les enjeux dans les années à venir, dans 100 ans, dans 50 ans, on pense que le Sahel, vraiment est cette zone qui emmagasine tout ce dont le reste du monde aurait besoin dans les années à venir. Donc, c'est vraiment une zone qui regorge beaucoup de potentialités qui sont extraordinaires, ce qui fait que tout ce que nous sommes en train de vivre comme conflit en ce moment nous donnera de beaux jours devant nous, hein. Comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps. Ouais. On a compris que le Sahel est convoité. Aujourd'hui, ça fait partie de l'actualité. C'est très difficile d'ouvrir des médias et ne pas entendre le mot Sahel. Et vous l'avez dit tout de suite et je saute évidemment sur ce mot pour savoir les enjeux du Sahel. C'est crucial, c'est important, nécessaire de surtout savoir ces enjeux-là pour peut-être mieux saisir la crise qui prévaut dans ces pays qui composent le Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad. Voilà cette zone-là. Et j'ai juste une question comme ça. Quels en sont les enjeux? Les enjeux en termes de ressources naturelles? Exactement. Oui. Mais écoutez, les enjeux en termes de ressources naturelles, le Sahel, déjà, toute la région, en tout cas la panoplie de la zone, n'a pas été toujours économique. C'est dans les années 50 que je pense que c'était plutôt stratégique parmi les colonies françaises, c'était plutôt une zone assez stratégique, mais pas économique. C'était vraiment une zone de transition pour le commerce transsaharien. Et puis, on a découvert l'uranium. Ensuite, on a découvert qu'il y a le pétrole. Ensuite, il y a eu l'or. Et bon, l'or qui existe aussi depuis un moment. Et donc, ces ressources naturelles-là existent au Sahel. L'uranium au Nigeria, au Niger, on le connaît. Ça a été longtemps instrumentalisé. Mais on voit que depuis que l'existence de ces ressources naturelles ont été découvertes, il y a toute une bataille autour de l'extraction et de la production, de l'extraction et de l'exportation de ces ressources naturelles. Mais cela dit, moi je trouve qu'aujourd'hui, ces ressources naturelles sont
sont pas exploitables, puisqu'on voit où on a déjà même l'uranium aujourd'hui. L'uranium sert à quoi? L'uranium sert à utiliser le nucléaire, sauf qu'aujourd'hui on part vers vers un amoindrissement de l'utilisation de la force nucléaire dans les pays occidentaux. Donc cet intérêt même économique, ces enjeux naturels là sont en train de descendre. Aujourd'hui, je pense que le pétrole, en tout cas pour le cas du Mali, on l'a pas encore trouvé. On sait qu'il y a des chances qu'il y en existe à Taodéni, ou voilà, ça a été dit, mais il n'y a pas encore eu d'extraction, ou l'or. Mais aujourd'hui, toutes ces ressources naturelles-là ne sont pas utilisées. Les ressources naturelles aujourd'hui, en tout cas, moi je parle du cas du Mali, puisqu'on est au Mali là, il faut voir la question du phosphate, le phosphate de Gao, Bourem, il y a la question du calcaire, la question encore manganèse, ces trois ressources-là qui sont vraiment cruciales aujourd'hui, qui existent dans le Sahel et qui ne sont pas exploitées et qui peuvent avoir des retombées économiques importantes. Je pense que ce sont ces ressources-là qui sont les plus importantes aujourd'hui, mais qu'on remarque qui sont vraiment inexploitées. Bon, en même temps, il y a les enjeux sécuritaires qui font que même, je pense qu'il y avait une entreprise italienne qui a tenté d'aller exploiter le phosphate, mais qui a dû abandonner pour des raisons sécuritaires. Ça a été le cas également pour le pétrole. Donc, c'est très délicat. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez vraiment développer les enjeux du Sahel, parce qu'on entend ci et là, il y a beaucoup de richesses, il y a ci, l'Occident, entre autres. Quels sont les enjeux du Sahel selon les recherches que vous avez faites, les études que vous êtes peut-être en train de mener là-dessus? Vous savez, l'enjeu que nous avons sous la main, puis peut-être qu'on n'analyse pas trop, c'est la démographie, la jeunesse. D'accord. La jeunesse qui est là, face à un Occident vieillissant. Donc, voyez-vous que sans l'être humain, il n'y a rien. C'est vraiment la base et le levier de tout développement pour faire l'exploitation de tout ce que Khadija venait de citer, comme les minéraux, les ressources naturelles. C'est la personne humaine. La machine, la robotisation ne pourra jamais remplacer l'homme à 100%. Donc, l'un des plus grands potentiels du Sahel, c'est sa jeunesse. Face à un monde vieillissant, l'Europe. Donc, voyez-vous, quand vous faites une analyse partout dans le monde, il y a des études de stratégie Sahel, et l'Union européenne a même actuellement un représentant, un haut fonctionnaire en charge du Sahel, qui n'existait pas. Et ils appellent ça aussi leur arrière-pays. Donc, voyez-vous, du point de vue géographique, le Sahel n'est pas loin de l'Europe. Quand vous voyez, par exemple, Tombouctou, qui est à 45 jours de marche du Maroc, et le Maroc, 15 km de l'Espagne. Voyez-vous comment c'est proche. Alors, donc c'est pour dire que on cherche trop. L'eau, même ça, mes recherches m'ont montré que l'eau douce, la bonne qualité d'eau potable, les plus grandes réserves sont au Niger et au Mali, dans la zone de Kidal. Parce qu'il y aura crise d'eau dans les années à venir. Et nous avons l'eau douce. Et vous le savez, l'eau, c'est la vie aussi. Avant le pétrole, l'or, le diamant, il faut d'abord vivre. Donc, tout ça, c'est des grands enjeux qui sont, n'est-ce pas, cachés sous nos terres. Et on marche sur tout ça. Certains, et ils ont déjà la réalité comment dirais-je, même du degré de ce que ça vaut en termes de mesures, de poids, même de monnaie. Combien ça coûte tout ça? Donc, et ils ont fini toutes ces études. Nous sommes là, bon, c'est la survie aussi. Quand vous dites eux, vous parlez de qui? Je parle de l'Europe. D'accord, oui, l'Europe essentiellement. Oui, essentiellement l'Europe qui fait beaucoup d'études prospectives. Ils ne sont pas dans les querelles des instants de tout de suite. Ils sont dans les études d'un siècle et autres. Par exemple, tout ce qu'on est en train de dire, le pétrole, quand le pétrole était vraiment la plus grande richesse au 18e, 19e siècle,
Total a déjà fini ses études au Mali. Je me permets de réagir. Oui. Les études au Mali aussi existent. Oui. Je pense que c'est en 1999 que le Mali avait fait son étude prospective 2025 qui disait tous les scénarios que nous allons avoir aujourd'hui. Mais est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce que les politiques ont... Je me permets d'avancer sur le débat. Hein. Oui. Mais les études prospectives existent aussi ici. Mais est-ce que ça est pris en compte au quotidien dans la mise en œuvre des politiques publiques pour éviter les scénarios que nous avons là? C'est ça la question. On va en revenir parce qu'arrivé à un moment, on va aborder ce leadership, cette gouvernance aussi de nos États, parce que le Sahel, c'est une composition de plusieurs États. Donc, on va pouvoir développer ça. Mais au jour, la question que moi, j'ai envie de poser, on a compris la jeunesse et tout, qui est un atout, mais qui peut être aussi un danger quelque part qu'il ne faudrait pas oublier ou bien ne pas avoir sur le viseur. Quelles sont les richesses aujourd'hui confirmées par rapport aux recherches qui se trouvent dans la zone du Sahel? On a parlé de l'or, ça c'est connu. On a parlé de l'uranium au Niger, du lithium qu'on commence à parler au Mali, qui n'a pas encore commencé l'exploitation qui est prévue en 2024. Il y a aussi d'autres choses. Oui. Quelles sont ces richesses aujourd'hui? Allez-y. Non, mais sur le lithium ou l'uranium, enfin le lithium, on a parlé du diamant aussi récemment, qui a été retrouvé je ne sais où. Mais toutes ces ressources-là, ce n'est pas tant de savoir qu'ils sont là, mais comment on fait aujourd'hui pour les exploiter. Parce que la question du lithium aujourd'hui, c'est qui va exploiter? Il y a déjà des forces en mouvement, on sait, en sous-marin pour essayer de prendre l'exploitation de cette ressource-là. Et la question, ce n'est pas de trouver nos ressources, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve. Est-ce qu'on est capable de les transformer? Non. Est-ce qu'on est capable, à qui on va les remettre pour les exporter? Qu'est-ce que l'État gagne de cela en termes de recettes fiscales, en termes de gains, en fait, tout simplement, et en termes de retombées sur la dividende, sur la démographie et sur les populations locales? C'est ça la vraie question aujourd'hui de toutes ces ressources naturelles-là. Comment pouvoir en tirer bénéfice dans l'économie nationale? Exactement. Oui, je peux. Bon, en fait, vous savez, je prends le coton qui est connu chez nous, l'exploitation du coton. Voyez-vous, quand le paysan, le Sikasso, qui produit le coton, mais il ne peut pas acheter un mètre de bazin qui est à 6 000 francs et pour certains jusqu'à 10 000 francs. Et pourtant, c'est lui qui a produit ce coton. Parce que le coton brut sort du pays et exploité, n'est-ce pas, hors de nos frontières et ça revient en produit fini. Donc, par ailleurs, si on fait l'exploitation, la chaîne de valeur sur place, ça fait que, ça crée de l'emploi. Cette jeunesse dont vous avez peur, avec sa démographie, elle sera consommée, elle aura de l'emploi. Et également, les produits seront moins chers parce que les frais, le transport d'aller et de revenir ne seront, comment dirais-je, ne seront pas comptabilisés dans l'exploitation. Étant donné que c'est fait au Mali, c'est exploité au Mali jusqu'au produit fini, ça devient moins cher. Outre l'avantage aussi que ça crée de l'emploi sur place. Donc, il faut que cette expérience sert, n'est-ce pas, aux hommes politiques, aux décideurs, pour l'avenir, en ce qui concerne tout ce dont on est en train de citer, comme les minéraux, les ressources naturelles futures. Pour le moment, ça n'a pas commencé. Mais comment faire de sorte que, autant que possible, ça puisse être exploité? L'or du Mali. Est-ce qu'au Mali, il y a des grands bijoutiers comme les Christian Dior, je sais pas moi, tout ce qu'il y a comme luxe? Non. L'or, ça sort brut et ça revient fabriqué cher. Mais si on l'exploite ici, on donne des facilités pour les usines qui font les bijoux et autres choses, ça fait que ça crée de l'emploi. En même temps, le produit fini serait moins cher. Vous pensez qu'au niveau du Sahel, on doit approfondir les recherches sur ce potentiel naturel ou on doit plutôt maintenant aller dans une phase en mettant une politique d'exploitation? Mais quand je dis ça, le Sahel, on voit le Mali, mais ce n'est pas que le Mali, ce sont des enjeux
des forces, une politique, une stratégie qui se met en place avec les voisins de la zone du Sahel. Votre avis là-dessus? Moi, je pense que la recherche et développement, c'est hyper important pour tout pays et pour toute région, pour toute zone. Et donc, la question de la recherche scientifique autour de cela, ce n'est même pas que sur les ressources naturelles, c'est hyper important. Au Mali, je pense que le budget national sur la recherche et le développement est très, très minime, alors que justement, il faudrait approfondir cela et ne pas juste laisser, parce qu'en soi, ce qui a été déjà fait vient d'entreprises qui sont ailleurs, qui viennent faire cette recherche et développement-là et qui nous disent que oui, il y a ça, ça, ci, ça, mais l'exploitation n'est pas effective. Je pense également que c'est un travail à double tranchant et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps que une recommandation que je ferai à nos États, ce serait de voir à quel moment, en fait, on peut vraiment essayer de miser sur la coopération entre États. Une coopération économique. Les Cheikh Anta Diop en parlent depuis des années. On va y arriver. Oui, la coopération économique aussi en matière d'exploitation de nos ressources naturelles pourrait être un condensé face aux moyens qui n'existent pas en fait en réalité pour exploiter nos ressources naturelles. Monsieur Kunta? Bon, c'est ça, ça rentre un peu dans mes recherches en ce qui concerne la diplomatie économique. Il s'agit de ça. Comment faire la coopération sud-sud? Et les États du Sahel, et ça a bien commencé, hein, certes, le G5 Sahel, pour le moment, on a des difficultés pour cette structure, mais ils ont leur approche, c'est ça, le développement, la paix, la sécurité entre les États, et voir même comment faire la chaîne de valeur. Il y a un produit qu'on peut extraire dans un pays, et dans un autre pays, ça fait à mi-chemin une petite transformation et la finalisation, c'est dans un autre pays. Donc, il est bon de voir, il ne faut pas que la coopération soit seulement la rencontre des hommes politiques qui finissent toujours par des résolutions qu'on lise. Il faut des réels, que ça bénéficie les peuples, les communautés à la base. Et c'est bien possible. Il suffit de réfléchir, qu'est-ce que ce pays a qui profitent ces pays-là, ou bien à mi-chemin, au bord des frontières, qu'est-ce qu'on peut faire entre 2 ou 3 pays, où chacun tire sa part pour le développement de tous. Ouais. D'accord. En parlant du Sahel, on a parlé des ressources naturelles et ça, tout le monde a bien fait le constat par rapport aussi à la crise sécuritaire dont vit le Mali actuellement. Il y a des acteurs, des grands acteurs dans cette zone du Sahel, ce sont les groupes armés. Évidemment, ils voient tout ça, ils mettent en place aussi une stratégie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces groupes armés qui convoitent aussi les richesses, le potentiel du Sahel? En 2 ou 3 lignes. Allez-y, je vous donne la main, Khadija. Merci bien, Kunta. Ouais. Mais écoutez, les groupes armés, ils sont divers, déjà. On a les groupes armés terroristes, nous avons les groupes armés rebelles, qui ont chacune des vocations différentes, mais qui demandent, en tout cas pour chacun une certaine autonomie. Quand je pense, par exemple, aux groupes armés terroristes, je pense au FNIM, qui a aujourd'hui à sa tête, avec le leader Iyad Agali, et puis qui a 5 têtes, dont Amadou Koufor Massina. Vous savez, moi, je trouve que ce groupe-là, par exemple, typiquement, je peux me permettre de parler un peu, de retarder un peu mon analyse sur eux. Ce sont des gens de la communauté. Donc, c'est très, très difficile aujourd'hui de les sortir hors de nos communautés quand je sais pas, le monsieur Sanrey à côté, il doit son hôpital ou son hôpital ou ses soins à Iyad Agali, qui peut-être depuis les années 90 a aidé son père. Ou voilà, ce sont des personnes de nos communautés, des personnes qui ont été infiltrées, qui sont là depuis longtemps en fait. Et aujourd'hui, on peut pas en réalité parler de leur existence dans la région sans voir cela, sans comprendre que ce sera très difficile de combattre des gens qui sont issus d'une communauté. Et par exemple, quand on dit qu'ils convoitent le potentiel économique, en réalité, ils donnent plus autre chose. Après, il y a la zakat qu'ils vont récupérer auprès des populations. Il y a carrément un double État aujourd'hui. Ça, je prends le cas du Mali.
on a l'impôt que l'État malien doit prendre, et il y a l'impôt des groupes djihadistes quand même aujourd'hui. Donc, c'est un État dans un État. Et c'est très, très difficile, à partir déjà de ce constat-là dans lequel nous sommes, de dire que même qu'on les combat ou bien qu'ils convoitent également, parce que c'est très complexe. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce cas. Bon, ensuite, vous savez, cette affaire-là, c'est très complexe. Les acteurs, les belligérants, les conflits, tout ça, d'abord à l'interne, hein, et ça, l'international n'est pas encore venu pour ces ressources-là. C'est des guerres, n'est-ce pas, d'intérêt personnel, communautaire. Si je prends par exemple seulement l'espace, les ressources naturelles entre deux couches professionnelles, les éleveurs et les agriculteurs. Avec la sécheresse, il faut voir la sécheresse des années 73, 80, tout ça. Ça fait que, par exemple, les éleveurs ont besoin d'espace, n'est-ce pas, pour faire le pâturage. Alors que il n'y a pas... C'est là que j'anticipe un peu. Les politiques publiques peut-être n'ont pas fait des corridors pour que lui, il puisse faire le pâturage sans rentrer dans le champ de l'autre. Donc je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a une politique établie par rapport à ça déjà. Oui, mais c'est méconnu, évidemment. Méconnu, mais bon, si c'est des textes qui sont là dans le bureau ici à Bamako, qui est loin de l'espace des communautés rurales, c'est un problème. Et peut-être même que ces communautés ne s'y retrouvent même pas dedans. Ils n'ont pas été impliqués dans la conception. Donc l'application pose problème. Je vais dire, outre que ça, il y a aussi des criminels qui font le trafic de drogue, de cigarettes, des choses comme ça. Étant donné que le Sahel est abandonné, l'État est moins là, il faut le dire. Donc c'est leur zone de trafic, de commerce illicite. Ils ne veulent jamais qu'il y ait de la stabilité, la présence de l'État qui va pas fermer les yeux sur tout ça. Donc il y a ça, et il y a aussi la rareté comment dirais-je, des ressources naturelles qui fait que les populations, le peu qui est là, comment s'entendre sur ça? Qui a le privilège sur l'autre? Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de choses qu'il faut étudier. Jusqu'à présent, nous vivons bien, hein, je peux dire, parce que s'il n'y a pas de solution pour mettre fin à tout ça, à Bamako même, il n'y aura pas de paix. Hein. Les conflits ne sont pas loin. On va essayer d'avancer un peu par rapport à notre thème. On a parlé de la zone sahélienne, du Sahel, on a parlé des grands acteurs et tout ça. Vous avez évoqué aussi des partenaires dans la zone, et aujourd'hui, c'est plus que d'actualité, où on parle de quels partenaires il faut avoir pour cette zone-là. Est-ce que ces partenaires, ils soutiennent aussi ces groupes armés, comme vous venez de dire, qui font un trafic et tout ça? Leur politique qui se dégage, est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il faut revoir? Est-ce que c'est en accord avec la vision que chaque État a déjà pour son pays? Monsieur Kouta, je vais avec vous. Je préfère toujours que Khadija parle la première. Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Sahel est une zone stratégique pour l'ensemble des partenaires. Kunta l'a évoqué tout à l'heure un peu en sommant, il y a la question de la migration. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles les partenaires s'intéressent beaucoup au Sahel. Il y a effectivement les ressources naturelles, mais il y a également la migration, avec le fait qu'une instabilité au sud crée une instabilité au nord, et ils se sont bien rendus compte, donc ils n'ont pas le choix que d'être là. Et c'est leur politique d'influence, douce, le Sahel, avec, je pense notamment un partenaire comme la France qui a une zone complètement francophone aujourd'hui, qui fait partie de sa politique d'influence douce, et elle voit cette politique-là menacée en fait, et pas de mieux que de créer donc des stratégies pour éviter un enlisement de la région. Les partenaires sont multiples, les raisons sont multiples, et certains pays comme les États-Unis ou le Canada ou
ou l'Italie seront plus là pour les ressources naturelles, qui ont leurs entreprises privées ici, on en parle moins. Chaque partenaire en réalité a une politique différente. Nous avons également la question avec l'ONU, ça va être plutôt les questions de droits humains, en tout cas tout ce qui concerne les ODD, comment atteindre les objectifs de développement durable. Chacun a ses enjeux, chacun a ses défis, chacun a les résultats qu'il souhaite atteindre. Donc, ce sont des partenaires tout aussi diversifiés. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est de savoir que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, on a donc la Russie également, qui a une forte propagande ici notamment. Mais aujourd'hui, je pense que la véritable question, ce n'est plus de se demander, en tout cas, ces partenaires-là devraient se poser la question de pourquoi ils sont là et de ce qu'ils veulent en réalité. Si ce qu'ils veulent, c'est une stabilisation de la zone, il serait peut-être temps de se coordonner. On parle de ça depuis longtemps. La coordination de l'aide au développement au Sahel serait déjà une bonne idée en fait, pour éviter les dispersements, pour permettre d'atteindre des résultats et de pas juste être là pour être là, parce que comme on a pu le voir, être là pour être là ne nous amener nulle part, et ça a entraîné qu'une méfiance des populations qui voient ces partenaires-là défiler sur leur territoire et ne voient pas de résultats. Et tant que ça continuera ainsi, ces partenaires-là, je pense qu'ils agissent pour rien en réalité. Et puis en plus de ça, il faudrait que l'aide, en tout cas ce qu'ils cherchent ici, soit comptabilisé en résultats, soit comptabilisé en termes que les populations lambda le voient, au-delà de leur présence militaire ou même de l'appui humanitaire qu'ils fournissent. Et il faut comprendre aujourd'hui aussi que avec une population jeune, les jeunes veulent plus aujourd'hui. Ils veulent plus. Ils veulent du boulot. Vous savez, Kunta a parlé tout à l'heure de criminalité organisée, du fait que souvent, ils veulent pas que la zone se stabilise parce qu'ils n'ont pas de ressources économiques. Moi, je pense le contraire. Je pense que si ces jeunes-là pouvaient vivre dignement avec un travail décent, on ne serait pas dans cette criminalité organisée croissante aujourd'hui dans le nord du Mali. Et en tout cas, ce serait pas que dans la zone du nord du Mali, dans le Sahel. En réalité, on peut le remarquer partout, hein, que ce soit au Burkina, au Niger ou au Mali. Ces jeunes-là ont tous les mêmes besoins, ont tous besoin d'un travail décent et de ne pas vivre que de l'aide, en fait, tout simplement. Donc, ce serait peut-être ça que les partenaires devraient comprendre. Ce n'est plus la génération d'avant où aujourd'hui les jeunes veulent plus. D'accord. Les partenaires internationaux, leur politique. Oui, en fait, vous savez, souvent je caricature, je dis que le Sahel semble être si patient avec beaucoup de médecins. Mm. Donc, le patient va partir par overdose. Parce qu'il faut cette concertation dont vous parlez. Partout, il y a une étude de ASS, les stratégies Sahel. Toutes les structures. L'Institut d'études de sécurité. Oui, c'est ça, bien sûr. Ils ont fait une étude. Les stratégies Sahel, donc la Banque mondiale, les Nations Unies, la CEDEAO, l'OCI, l'IEMOA, sont tous leurs stratégies Sahel. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Sahel. Alors, donc, quelle est la concertation, quel est le dénominateur commun que toutes ces études vont faire sortir? Ça serait la même chose. Donc, alors, en ce qui concerne la jeunesse, je suis d'accord, mais quand je parle de ceux qui ne veulent pas la stabilité, la paix, je ne parle pas de la jeunesse. Je parle de ceux qui en profitent, qui se font des millions, des milliards. Je parle de ceux qui sont dans le commerce illicite. Je parle de ceux qui font, comment on appelle, la drogue, puis les rançons. Et ils gagnent bien dans ça, donc c'est leur commerce. Mais c'est au détriment de cette jeunesse qui, si on ne cherche pas de solution à l'occuper, serait tenté de suivre ceci, parce que la nature aurait dû vivre. Quand il y a des études qui ont montré que dans le temps, il y a 10-15 ans, tous ceux qui, les partants à la migration, il n'y a pas de bac plus parmi eux. Le plus souvent, c'est des gens, des communautés rurales qui viennent à Bamako ou bien un peu dans les zones où il y a le passage du pape. Mais de plus en plus, on remarque que c'est des bacs plus 4, souvent même des docteurs qui sont tentés de partir par tous les moyens. Donc ça montre que cette jeunesse a le sens de la responsabilité et veut sa dignité à travers un travail subvenir à ses besoins
réaliser ses rêves. Donc, on l'a dit, et pourtant, je suis d'accord avec vous, la socialisation, la responsabilisation de la jeunesse crée sa socialisation. Autrement dit, quand un bon pourcentage de cette jeunesse est impliquée dans le processus de développement, ont un travail décent à faire, personne ne veut mourir. Quand il y a quelque chose, mais quand il n'y a rien, tu ne sais quoi faire, autant en finir. À tout tenter et pour pouvoir t'en sortir. Oui. Mais par rapport à ça, alors, forcément, comme vous venez de dire, les partenaires, ils ont évidemment leur plan, ils ont leur stratégie, ils ont leurs intérêts à défendre. Il faut être clair, il faut être conscient et tout ça. Et nos États du Sahel doivent avoir l'œil. Et à côté de ça, moi, j'aurais juste envie de vous demander aussi, c'est dans la zone, est-ce qu'il faudrait un petit peu revoir la géopolitique et la géostratégie de chaque État du Sahel ou comment pouvoir agencer tout ça? C'est à revoir. Ou, pour l'instant, c'est en train de s'installer, mais il n'y a pas grand résultat au final. Votre avis? Moi, je pense que c'est surtout le dialogue aujourd'hui qu'on constate qui est presque néant entre les pays sahéliens, qui est très inquiétant. Bon, je pense que le Burkina Faso a fait un grand pas récemment, mais en termes de géopolitique et de géostratégie, oui, il est important en tout cas que les États essayent de se joindre pour faire une stratégie commune. Je pense que sur le plan militaire, ça a été tenté de le faire, mais récemment aussi, il y a eu, enfin, pas récemment, mais il y a une autorité qui existe depuis longtemps, qui est l'autorité de l'Iptako Gourma, qui était là il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sous la présidence, oui, sous la présidence du ministre des Mines. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir que il y avait cette stratégie-là qui est en train de s'amplifier. Peut-être que c'est ce qu'il fallait faire depuis le début, de vraiment faire en sorte que les États, en tout cas, coopèrent de manière beaucoup plus efficace et de manière plus consensuelle. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une stratégie qu'il faut prévoir, une stratégie avec plusieurs têtes, voilà, pour avoir plus de résultats. Je compte. Oui, moi, je crois à nos jours. Alors qu'il y a le potentiel pour faire des grandes actions de développement. Donc, ces structures-là, politiques, c'est pour ça que je disais que la diplomatie a beaucoup évolué. Il faut dépasser ces réunions de chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, qui se terminent dans les hôtels par le photo de famille et puis au revoir l'année prochaine. Il faut voir les actions de développement. C'est ça, l'essence et la quintessence de l'action politique, qui sont d'abord les politiques intérieures, qui donnent le relais à la politique extérieure, qui est la diplomatie. D'où la diplomatie économique, la diplomatie humanitaire. Toutes ces populations, les déplacés internes et puis les réfugiés, que ces conflits occasionnent entre les États, que faut-il faire? Il faut chaque fois attendre le HCR, la Croix-Rouge pour faire quelque chose. Qu'est-ce que nos États peuvent faire pour d'abord stabiliser les populations sur leur terroir et seulement, et ceux qui sont déplacés aussi, comment faire pour leur retour? Donc tout ça, ça rentre, n'est-ce pas, dans les grands enjeux du Sahel. Oui. D'accord. Par rapport à ça, il y a une initiative quand même qui a voulu être mise en place et qui aujourd'hui, on pourra dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il s'agit du G5 Sahel qui a été créé en 2014 et qui doit ou devait, on ne sait plus, mettre fin au conflit dans la zone du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, qui ont évidemment mis en place des objectifs. Donc, parmi ces objectifs, il s'agissait de la coordination des multiples plans de relance économique et technique, ainsi que la lutte contre le terrorisme dans la région. Cette organisation régionale ramène l'espoir pour la paix et tout, si tout était bien agencé et bien coordonné. Mais à côté de ça, il y a, comment dirais-je, du sable dans la machine. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avec vous, vos observations et vos analyses, on pourra dire, qu'est-ce qui n'aurait peut-être pas marché qui fait qu'on peut encore espérer, à ce que le G5 Sahel puisse repartir? Le G5 Sahel était une organisation qui avait beaucoup
qui a suscité beaucoup d'espoir, comme vous l'avez dit. C'était bien pensé. C'était à la fois un organisme qui allait œuvrer sur le plan militaire, mais également sur le plan économique, avec des zones transfrontalières, avec des programmes de développement. Il me semble, j'ai un peu peur de redire le nom des programmes, mais on a vu que c'était un véritable échec. Peut-être parce que d'abord c'était sous le leadership français, il me semble, à l'ONU. Le but c'était de cotiser, en tout cas d'avoir énormément de ressources financières pour ce G5 Sahel là. Mais très vite même, je pense que même vous savez, dans le cerveau même des humains, le G5 Sahel a commencé au centre du Mali avec une explosion, je me semble, de son QG. Oui, ils ont déjà une durée ici, donc assez variée. Donc, moi, je pense que tout ça, ça joue aujourd'hui. Et ça joue dans l'échec et ça joue même dans la mentalité des gens. Après, il y a eu des petites guéguerres pour trouver de place, ou en tout cas de qui mettre où à la bonne place. Mais peut-être qu'en réalité, la question, c'est de savoir, vous savez, le G5 Sahel est né alors que il y a énormément d'instruments juridiques transnationaux qui existent déjà. Je pensais à l'autorité du Lutako Gourma qui fait déjà le boulot que le G5 Sahel devait faire et qui existe depuis des années, des décennies même, des décennies. Et c'est quand même assez... je pense que c'est ça typiquement le problème au Sahel, c'est de rajouter des problèmes à des problèmes qui existent déjà. Au lieu de créer une énième institution, peut-être que la solution aurait été tout simplement de renforcer les capacités de l'autorité de l'Utako Goma depuis le début, ou qui travaille en tout cas dans la zone. C'est vrai que l'Utako Goma est limité à la zone du Mali, du Burkina et du Niger, mais en tout cas en termes de développement, c'est les mêmes résultats. Ensuite, c'est l'armée tchadienne qui est partie dans la zone, qui a quitté la zone du Mali et du Niger, il me semble en 2019, j'ai plus de bons souvenirs, et qui a complètement désengorgé toute l'action qui se faisait dans la zone. Et qui a donc, alors qu'on sait que c'était eux qui gardaient vraiment le plus de stabilité dans la région, ils sont partis aujourd'hui. On sait où on est, Ménaka, en Sango, avec la frontière du Niger. C'est très délicat. Donc, la question est de savoir, il y a des petites choses qui arrivent depuis le début et on savait qu'on allait arriver là en réalité. Donc, qu'est-ce que les États font depuis le début? Quand les échecs sont successifs comme ça, il faut comprendre qu'on perd une bataille, on perd des batailles et ensuite on perd la guerre. Donc, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est l'incapacité de réagir immédiatement aux problèmes qui s'opèrent. En fait, le G5, le Mali est vraiment parmi les États membres fondateurs. Et pour vous dire que les autres États aussi, par exemple, la dernière rencontre, le Sénégal a même financé la rencontre. Ils ont fait une contribution de beaucoup de centaines. Le Sénégal avait regretté ne pas avoir été... Oui, ils veulent venir. Mais en réalité, c'est G5, c'est le 5 pays membres seulement du Sahel. Bon, le G5 se veut vraiment beaucoup plus sur le développement que la sécurité et autres. Par exemple, ils ont fait l'étude d'un grand projet de transport. Je crois que c'est les rails qui vont passer par Djouri, tous les États du G5 Sahel, le transport. Et comme le disait le président ATT, le développement passe par le développement, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, donc, nous, on a des difficultés actuellement avec le G5 Sahel, c'est politique, et puis bon, c'est parce que le Mali avait la présidence, on devrait organiser la rencontre des chefs d'État, mais avec les coups d'État, on a été un peu mis à l'écart de la scène internationale, donc ça coïncidait avec cette période, et on a dit, bon, écoutez, on ne va pas vous donner la vedette de venir chez vous juste pour cette ouverture. Et le Mali a insisté, si, dans le texte, et ça nous revient le droit d'organiser. Et ils ont tenté de faire que, bon, vous pouvez venir, mais pas chez vous. On ne le fera pas au Mali, parce que la CEDEAO, tout ça, les Nations Unies nous ont puni un peu là. Alors, je crois que ça fait que le Mali, avec
comment dirais-je, son élan de souveraineté, n'est-ce pas, et de dignité, on a quitté. Mais je crois, franchement, et tout le monde s'attend à ça, il y a eu des missions de bons offices pour que le Mali revienne, parce que vraiment, c'est un État phare, cœur, pour la réussite de ça. Nous sommes au centre de ça. Si le Mali n'est pas là, le G5 n'a pas de sens. Donc, j'espère, je crois que dans les coulisses, on négocie tout ça pour le retour du Mali. Et maintenant, si le Mali va, il faut que on retourne avec vraiment un cahier de charges qui contient vraiment tous les intérêts vitaux pour le Mali, quoi. C'est ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, par rapport au G5 Sahel, il y a eu vraiment un problème de synergie? Parce que lors des certains spécialistes qui ont pu élaborer des rapports par rapport à ça, des observateurs, il s'avère qu'ils disent que chaque État a déjà du mal à mettre en place une politique chez soi. Et de ce fait, c'est difficile de mettre une vraie coordination, une vraie synergie, ou c'est seulement cet aspect de leadership que le Mali voulait qu'il se dégage. Je pense que ce sont des petites causes qui ont amené cet effet que nous avons aujourd'hui avec la sortie du Mali. Et puis, effectivement, nos États sont en construction. Que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina Faso, même le Tchad qui a subi également je pense que le décès du maréchal nous a mis dans une situation que nous connaissons là. Son absence se fait ressentir. Hein. Oui. Et c'est donc un ensemble d'actions qui ont conduit aujourd'hui à cette situation dans laquelle nous sommes. Les États se cherchent encore. Les constructions des politiques nationales, même dans le domaine de la sécurité, sont en cours. Je pense que le Niger a adopté la sienne il y a à peine quelques mois. Le Mali, je ne suis pas sûre d'où ils en sont aujourd'hui, mais ce sont des États en construction, effectivement, et des États en construction et des défis dans ces États-là. Parce que même lorsqu'on prend même le cas du Mali, la construction nationale, la construction la construction nationale est réelle. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à présent, nous avons des rancœurs qui existent depuis les années 60, qui persistent au Mali. Et on n'a pas réglé ces rancœurs-là, qui constituent aujourd'hui même le taureau de tous les conflits au nord du Mali avec les groupes rebelles. Tant que nous n'avons pas effectivement construit ces problèmes-là au niveau national, il sera très difficile de coopérer avec un autre État. Je pense que ça aussi, ce sont des points à voir aussi, en fait. Ces petites guéguerres, en tout cas, quand on constate même ce qui se passe avec le G5 Sahel, ce sont des guéguerres politiques, en réalité, qui se sont enchevêtrées ainsi. Les coups d'État au Mali ont conduit donc à ces petites querelles entre les chefs d'État, au détriment de la population, encore une fois. Moi, je pense que c'est ça le plus gros drame de ces actions-là, au détriment complètement des populations qui subissent l'insécurité et qui font face à des drames qu'on ne peut même pas nommer aujourd'hui dans la zone. Moi, je pense encore à Ménaka, que nous connaissons récemment. Et donc, non, ce sont des décisions politiques qui résultent juste de manque de communication entre des chefs d'État. Et pour des raisons qu'on peut qualifier de légitimes ou illégitimes, va savoir, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Je pense que derrière, c'est ce que les États doivent voir. Est-ce que la question est de savoir si les autorités maliennes sont légitimes ou illégitimes au point où nous en sommes? La question est de trouver des solutions vraiment à ce que vivent les populations. Donc, c'est deux côtés. Ça veut dire qu'ici, que c'est vraiment la part de la gouvernance par État qui coince ou qui pose problème. Oui, je crois, franchement, parce qu'il faut le dire, hein, la coopération n'est propice que quand les États sont à un certain niveau de standing, à peu près même. Donc, on ne peut pas être au niveau humanitaire et que l'autre ou les autres sont au niveau développement et que vous puissiez coopérer. Vous n'avez pas les mêmes quêtes, n'est-ce pas, de développement. C'est ça. Donc, au Mali, au Niger, au Burkina, ce ne sont pas les mêmes niveaux, vous pensez? Bon, je n'ai pas une étude exacte, mais en tout cas, à peu près, les États sont à peu près les mêmes, hein, le même standing. Même les communautés sont pareilles. Moi, c'est ça que quand on regarde le Niger et le Mali, franchement, en tout cas pour la zone sahélienne, c'est les mêmes familles. C'est les mêmes. Ce sont les mêmes familles, donc c'est très difficile, c'est même incompréhensible de comprendre que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est peut-être la crise de l'État qu'on peut revenir. On peut revenir sur ça. Il
la crise de l'État et même la perception qu'ont les populations des forces de l'ordre et de sécurité dans la région. Peut-être que c'est ça aussi qui empêche les Mais actions. est-ce que aussi les coups d'État favorisent pas un peu? Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau du Niger, en termes de coups d'État, ils en ont fait pas mal. Ils sont un petit peu plus stables. Est-ce que aussi les coups d'État par rapport à les coups de force, on va essayer de rectifier tout ça, au niveau du Mali, du Burkina par exemple, qui jouent un petit peu, et puis l'instabilité, le Tchad par exemple, c'est un coup d'État institutionnel quand même qui se passe là-bas. Est-ce que tout ça aussi ne fait pas en sorte que tout cela n'arrive pas à avoir un vrai équilibre? Et quelle stratégie il faut faire maintenant? Quelle stratégie par rapport à cette histoire de Sahel? Il faut une cohésion, parce qu'on voit que les partenaires en Europe, notamment l'Union européenne, élaborent des plans stratégiques pour la zone Sahel. Mais au Mali, difficilement, on voit le Mali qui a élaboré un plan stratégique pour la zone Sahel. Je ne sais pas, je peux me tromper, vous êtes peut-être plus avancé que moi. En tout cas, pour revenir sur est-ce que les coups de force engendrent cela, il est inéluctable qu'aujourd'hui, la crise sécuritaire au Mali datait de avant les coups d'État. Et donc, la question du leadership national, que ce soit au Mali ou au Niger, je pense que la diplomatie était déjà, je me permets de parler de diplomatie ici, mais la diplomatie déjà entre le Mali, le Niger ou le Burkina n'était pas aussi beau fixe que ça, bien avant le coup d'État. En tout cas, de manière, les illusions peuvent penser que ça allait, mais moi je pense pas que ça allait tant que ça. Et à partir du moment où les coups d'État encore viennent engager cela, je pense que le Niger est dans son droit de redouter, de condamner des coups d'État lorsque on sait qu'il peut avoir très vite un effet domino dans la région. Pour le moment, eux, ils résistent, et tant mieux d'ailleurs, mais ça entraîne également un problème de communication en réalité. C'est ça, je pense, que le véritable problème. C'est ce problème de communication entre les leaders politiques qui fait défaut. Et pourquoi ça fait défaut, on va savoir. Mais en tout cas, moi je pense que c'est le problème de communication entre les différents leaders en réalité qui pose problème, et peut-être même l'humilité de se dire qu'on est juste là pour régler des problèmes et non pour s'en prendre à des égos à gauche et à droite. C'est vraiment ça en tout cas le véritable défi au niveau du leadership national. D'accord. Des deux pays. Bon, vous savez, l'ensemble de ces pays connaît les coups d'État. Il faut appeler le chat par son nom. C'est les conséquences de la malgouvernance, il faut le dire. Ces coups de force, comme vous le dites, je vous emprunte, sont les conséquences de la malgouvernance. Si les politiques, n'est-ce pas, sont élus et qu'ils respectent, n'est-ce pas, et comment dirais-je, leur campagne, leur engagement, n'est-ce pas, même s'ils ne respectent pas leurs engagements à 100%, à un certain pourcentage, dans les intérêts des populations, n'est-ce pas, le Mali a de politiques publiques, hein. On a l'étude prospective Mali 2025 dont Khadija venait de parler, on a le CRED, on a les recommandations des ANR, on a les recommandations du dialogue national inclusif, on a, comment dirais-je, les ODD qui sont universels dont on s'inspire, on a aussi pour l'Union africaine la prospective 2063. Donc tout ça, c'est des études prospectives qui montrent voici le besoin de l'être humain pour son épanouissement, pour son développement, pour sa dignité, pour le vivre ensemble. En termes de droits humains qui sont connus, le grand besoin de l'homme, c'est quoi? Le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, le droit à un emploi. Toute personne, toute communauté n'aspire que à ça pour préserver sa dignité et vivre paisiblement. Donc, s'il y a des coups d'État, c'est parce que l'homme politique n'a pas respecté, n'est-ce pas, la planification et la satisfaction de ses besoins vitaux des communautés. Et c'est que sinon, vous ne verrez dans aucun pays que les militaires quittent les casernes pour venir sur la scène politique. C'est ça. Mais quand
l'homme politique ne joue pas son rôle, ça lui est favorable. C'est même encouragé par les populations. Parce que les populations n'ont leur seul, comment dirais-je, recours, n'est-ce pas? C'est leur défenseur. Donc, c'est la même chose. Défendez-nous ici aussi face à des hommes incompétents, irresponsables, face à leurs responsabilités et leur engagement. Donc, c'est une sorte de défense aussi. C'est ça, c'est une guerre aussi contre l'injustice. Mais si l'homme politique, il fait la justice, il fait la bonne gouvernance, vous verrez, ça va marcher. Tout ce dont on a parlé comme potentialité seront exploités au bénéfice des populations. Il fera beau vivre. D'accord, très bien engagé tout ça, c'est très intéressant et ça va en droite ligne pour que les citoyens, nos téléspectateurs de Vendée TV puissent avoir assez de réponses, voilà, des questions qui se posent et tout ça. On va aller tout de suite directement par rapport à vos recommandations, parce que c'est le propre de ce plateau. Qu'est-ce que vous recommandez par rapport au Sahel, par rapport à nos États, par rapport à cette synergie qui doit se mettre en place sans pour autant oublier la gouvernance déjà de chaque État? Moi, je pense que c'est la communication qui est fondamentale entre déjà les États. Il faut que des États arrivent à communiquer sans s'affronter, en fait, tout simplement. Parce qu'on n'a même pas le luxe de s'affronter en ce moment. Et en tout cas, pour moi, c'est l'une des recommandations phares que je donnerais que je donne partout où je passe, c'est de communiquer et de moins s'affronter. Parce qu'en ce moment, en réalité, on n'a pas ce luxe. Les populations locales n'ont pas ce luxe. Et puis, il serait temps de vraiment favoriser... vous savez, les politiques nationales, toutes les politiques nationales existent pour le développement du Mali, pour renforcer la sécurité, pour faire une sécurité une réalité. Mais c'est dans la mise en œuvre des politiques publiques que le problème existe. Donc, est-ce que c'est une question de ressources humaines? Est-ce que c'est une question... c'est limité à cause du social? Enfin, peu importe en tout cas les raisons, il est important que les États s'assoient et se posent vraiment la question de savoir pourquoi les politiques publiques peinent à être mises en œuvre et à être effectives afin de trouver des solutions adéquates. Je pense, en termes de développement au barrage de Taoussa, je voyais les actions à la télé et vous savez, c'est un barrage qui date de 2007 ou peut-être même avant et qui peine à être effectif. Pourquoi aujourd'hui ce développement dans les régions du Nord ne sont pas effectifs? Qu'est-ce qui bloque? Comment faire pour passer au-dessus de cela? C'est ça aujourd'hui la question, je pense. Merci beaucoup, M. Conta. Bon, moi je pense que c'est vraiment la culture de la bonne gouvernance avec l'approche satisfaction des droits humains portée par des hommes compétents, imbus d'éthique et de déontologie. Ouais, on l'avait dit, les politiques publiques existent, mais quoi? Est-ce que ça va tomber du ciel? La mise en œuvre, c'est des fonctionnaires, c'est des experts, c'est des bons ouvriers. Donc il y a... C'est le travail, exactement. C'est le travail. Et le travail, c'est pas diabolique, quoi. Et ça ne va pas tomber du ciel. Il faut que nous travaillons. Et ce travail, il faut vraiment pouvoir dénicher les plus compétents, les plus méritants, n'est-ce pas? Et pour leur donner tout ce qu'on a comme instrument pour la mise en œuvre. Vous verrez, ça va bouger. On va faire l'économie d'échelle. On n'est pas obligé de faire 10 ans pour se développer. Hein. On peut sauter des étapes. On a vu des pays qui se sont vraiment mis dans le travail pour pouvoir avancer, notamment la Chine qui revient très souvent dans les discussions. Oui. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre réflexion du jour. Par contre, je ne saurais terminer sans vous demander vos mots de la fin. Je te remercie Adima et Mandé TV qui nous a donné cette opportunité d'échanger sur le Mali. C'est un exercice intellectuel intéressant où on s'est présenté. Bon, c'est ça donne de l'espoir. Peut-être que certaines vont venir plus experts que nous, donner leur point de vue. C'est comme un journal qu'on lit, il est bon aussi d'écouter. Donc tout ça, ça fait partie du processus du renforcement, n'est-ce pas,
intellectuelle et la vision, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir tout ça pour amorcer. Ça fait partie du processus de développement. Donc, merci de nous avoir invités. Et puis, on vous souhaite bonne et heureuse année. C'est ça, mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup, Oui. Ali. Je vous en souhaite aussi pareil. Oui. Madame Didia. Merci pour l'invitation. Mon mot de la fin sera un remerciement à l'endroit de Mandé TV pour l'invitation et vraiment un appel à ce qu'on s'assoie et qu'on multiplie les espaces de discussion au sujet du Sahel, convoité par peut-être des partenaires stratégiques, mais d'abord qui est d'abord nos terres à nous. On est tous on est du Sahel et on n'a pas vraiment le choix. Je pense que vraiment mon mot serait de favoriser plus de dialogue entre tout le monde, entre Sahéliens. Très honnêtement, entre Sahéliens et pas qu'entre le Mali et au-delà du Mali, en fait, que les dialogues se multiplient. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour. Il est clair qu'il faudrait absolument trouver des solutions adéquates et pérennes, déjà pour chaque État, ensuite mettre en place une synergie des États du Sahel pour pouvoir exploiter le Sahel et pour pouvoir garder le Sahel pour les Africains. Pour ce débat, nous avions pour thème le Sahel convoité, ses enjeux, et nos invités sont Madame Khadija Maïga, elle est consultante en relations internationales et de gestion des risques politiques et sécuritaires. Notre deuxième invité est Monsieur Aladj Ali Garba Kounta, fonctionnaire, doctorant pour se spécialiser sur les enjeux de la diplomatie. On ne va pas se remettre à citer tout ça, on a bien compris. Merci de votre participation à la réflexion du jour et on se dit sûrement une autre fois pour une autre réflexion. Téléspectateurs de Mandé TV, restez toujours connectés sur la chaîne malienne Mandé TV, reflet du Mali. Je profite au passage pour saluer la partie technique qui a assuré tout ce qui a été technique pour ce tournage-là. Et on se dit à très bientôt.